18h passées de 18 minutes de retour sur le plateau de Punchline sur Europe 1, sur CNews. Merci encore de votre fidélité. On est avec Sergueï Girnov, qui est ex-officier supérieur du KGB. Je rappelle votre dernier ouvrage, c'est L'éclaireur. C'est aux éditions Nimrod. On est toujours avec Vincent Hervouet, journaliste d'Europe 1, avec Julien Drey, membre du Conseil national du Parti socialiste, et Gilles William Gonadel, qui bien évidemment est avocat. On va prendre la direction de l'Ukraine sans plus tarder, en direct sur CNews et sur Europe 1 avec l'un des envoyés spéciaux de CNews. Bonsoir Antoine Estève, vous trouvez à Ismaïl et vous êtes à l'intérieur. Je précise que vous respectez bien évidemment, mon cher ami, le couvre-feu qui est en vigueur depuis 20 minutes maintenant. Ismaïl, ça se trouve à 200-250 km au sud-ouest d'Odessa. Odessa, ville ô combien stratégique où bien, on imagine que c'est la prochaine cible de l'armée russe. Effectivement, et pour vous donner un chiffre, normalement, pour aller d'ici à Odessa, avec une route qui est en très bon état, on met entre 2h et 2h15. En ce moment, c'est 7 à 9h. Tout cela parce qu'il y a des checkpoints à peu près tous les 2-3 kilomètres. L'armée ukrainienne est en ce moment très déployée dans cette zone pour plusieurs raisons que je vais vous exposer. Mais elle n'est pas seule, il y a aussi des milices civiles, c'est-à-dire que ce sont des habitants dans les villages et dans les grosses villes comme celle dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, qui ont pris les armes et qui ont décidé de surveiller les axes routiers, de surveiller les entrées et les sorties des villes pour savoir qui arrive, qui passe en ce moment. Ils ouvrent les coffres des voitures notamment pour regarder s'il y a des armes. Cette région se sent complètement encerclée en ce moment parce qu'au nord d'Odessa, vous le savez, il y a les ports avec l'armée russe qui débarque en ce moment dans les ports et qui bombarde ces ports pour pouvoir accéder au nord d'Odessa. À l'est d'Odessa et au sud, il y a la mer Noire dans laquelle toute la flotte de Vladimir Poutine s'apprête aussi à débarquer avec des barges de débarquement et beaucoup de soldats là aussi, des navires qui peuvent tirer des missiles. Et à l'ouest de cette zone dans laquelle nous nous trouvons, il y a la Transnistrie, c'est une région de la Moldavie qui a été conquise par l'armée russe. L'armée russe est présente là-bas et elle aussi est menaçante pour l'Ukraine. Vous le voyez, c'est une situation donc très complexe avec des habitants très tendus qu'on a rencontrés ces derniers jours ici dans cette région au sud d'Odessa et des habitants qui se préparent à la guerre avec des efforts évidemment de guerre, avec la confection de camouflage, avec la confection de murs en sable, en sac de sable un petit peu partout pour se protéger. Bref, une population qui a peur de l'armée de Poutine en ce moment ici, au sud d'Odessa. Merci beaucoup. Au sud d'Odessa, en direct pour CNews et sur Europe 1, Antoine Estève avec le concours bien évidemment de l'équipe technique de Stéphanie Rouquier. Julien Drey du Parti socialiste, on va bien sûr revenir sur la partie militaire, la partie opérationnelle dans un instant, mais concrètement, on a vu que notre envoyé spécial se trouve à Ismaïl, ça se trouve à quelques encablures de la Moldavie. Est-ce que la Moldavie a raison de trembler ou pas du tout ? C'est pas la cible première, visiblement, de M. Poutine. Après, vous savez, la logique de guerre, comme dit Vincent Hervouet, il y a des moments où on ne sait plus où ça va. Pour l'instant, c'est pas sa cible première. Pour l'instant, la cible première, c'est de faire une continuité entre cette ville, Odessa, les territoires du Donbass, et de garder, je dirais, Kiev pour le gros appétit. Puis bon, voilà. Donc, mais on rentre dans une logique qui est la logique de la guerre, c'est-à-dire qu'à un moment donné où on ne sait plus la manière dont les choses peuvent se passer et peuvent déraper, et c'est pour ça que maintenant on a toutes les raisons d'être inquiets. On va sur cette carte en tout cas pour les téléspectateurs de CNews et ceux de Europe1.fr. Vincent Hervouet d'Europe 1. On a beaucoup parlé de Mariupol qui était ô combien stratégique. Odessa. Odessa, c'est une ville qui est très particulière. D'abord, c'est une ville qui a un poids historique et dans l'imaginaire collectif depuis le cuirassé Potemkin jusqu'à 2014, parce qu'il y a eu des affrontements très durs au moment de la révolution orange, donc en Ukraine, entre partisans de Kiev et partisans de Moscou. On a même cru à un moment que ce grand port allait basculer, rejoindre la Transnistrie. Il est travaillé par une espèce de prairie de sécessionnistes. Et finalement, ils ont réussi à s'entendre. Il y a une espèce de pas de paix armée, mais chacun honore ses morts en fait. Et tout le monde a considéré qu'il valait mieux geler le conflit. Mais c'est vrai qu'à la chaleur des combats, là, et avec l'approche de l'armée russe, les choses risquent de se réveiller. Et à Odessa, ce ne sera pas une partie de plaisir. C'est une grande ville, avec non seulement cette légende, cette histoire, mais c'est aussi le verrou de toute la région. C'est le grand port de toute la région. C'est un enjeu à la fois économique, industriel. Il y a beaucoup d'usines. C'est très important, Odessa. Et sur un plan opérationnel, Sergueï Girnov, ex-officier supérieur du KGB, ça pourrait ensuite accélérer
l'opération russe sur le plan militaire, effectivement, une fois que les Russes ont fait leur jonction, ou c'est que symbolique? C'est plus symbolique, mais c'est important. Mais en revanche, c'est assez difficile parce que à Odessa, nous avons par exemple des catacombes, et il faut bien rappeler que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands n'ont jamais réussi à faire sortir les partisans de ces catacombes. Donc en fait, il y a aussi une historique, mais aussi une logistique qui pourrait être utilisée contre l'agresseur russe. En revanche, c'est vrai que je suis d'accord, le but russe, c'est de fermer toute la mer, de prendre le contrôle de toute la mer de l'Ukraine. Parce que par la mer passent encore des approvisionnements qui pourraient passer, et donc du coup, il ne restera que la frontière ouest, éventuellement pour évacuation des réfugiés et pour arriver des fameuses aides militaires de l'Occident. Entre 2000 et 4000 soldats tués depuis le début de cette crise, depuis le début de cette guerre, c'est ce que nous annonce le Pentagone. Dans quelle mesure faut-il faire confiance justement aux informations du Pentagone? Aucune. Ça fait partie de cette guerre de communication entre l'Ukraine. Il faut multiplier par 10. Il faut multiplier par 10 parce que mes sources à moi disent que les Russes, c'est déjà au moins 10 000 et les Ukrainiens, c'est au moins 4 000. Il y a 2,5 fois plus de Russes qui perdent actuellement dans les pertes. Donc c'est ce que disaient, je crois, les autorités ukrainiennes qui parlaient de au moins 10 000 morts côté russe, c'est ça? D'après vos sources? Moi, mes sources me le confirment. Vincent Herbouët. Moi, j'ai aucune source. Je peux vous dire ce que disent les uns et les autres. Kiev dit 11 000. Les Américains disent 2 à 4 000 soldats. 2 à 4 000, c'est quand même une marge. Ouais, c'est une grosse fourchette. Entre 11 000 et 4 000, c'est quand même pas la même chose. Et 2 000 encore moins. Les Russes disent 498. Du moins, ils disaient ça il y a 2 jours. Et on en sait, à mon sens, on n'en sait pas grand-chose. Ce que l'on peut savoir en revanche, parce qu'on voit pas les combats. Ce qu'on peut savoir en revanche, c'est combien ont coûté des conflits récents. On sait par exemple qu'en Tchétchénie, les Russes qui ont fait de Grozny un parking et qui ont guerroyé pendant 10 ans, ils ont perdu 4700 hommes. En Afghanistan, ils en avaient perdu 13 000. 13 000, c'est pas beaucoup, quand on voit la durée de l'occupation en l'espace de et la violence des combats. Mais c'est des petits combats. En Azerbaïdjan, la dernière guerre du Karabakh, je ne sais pas combien est-ce qu'il y a eu de morts, mais ce serait intéressant de regarder. Mais s'il y a 100 ou 200 soldats russes qui sont tués par jour, voilà, je mets cette hypothèse sur la table. S'il y a 100 à 200 soldats russes qui meurent chaque jour, et peut-être 3 ou 4 fois plus de blessés, on dit qu'à ce rythme-là, il restera peut-être plus grand-chose de l'armée russe dans 3, voire 4 mois, non? Non, mais ce qui est vrai... Non, pas de l'armée russe. Non, mais ce qui est vrai... Le contingent qui est actuellement sur place. Le contingent qui a été envoyé sur place, si vous voulez, ce qui est frappant, même si on prend le corps expéditionnaire et toute la troupe qui est déployée à la frontière. Vous n'avez pas tant de monde que ça pour prendre un pays aussi grand que l'Ukraine. Parce que vous avez 150 000 hommes. Quand vous avez 150 000 hommes, vous pouvez considérer qu'il y en a 1 sur 3 qui est combattant. Les 2 autres s'occupent d'assurer l'intendance, la logistique et tout le reste. Donc vous avez 50 000 combattants, ce qui est énorme au regard de ce que peut mettre l'armée française sur un champ de bataille. C'est considérable. 50 000 hommes, et ben c'est pas énorme, 50 000 hommes pour prendre un pays. Alors vous direz que c'est une grande plaine dans laquelle on peut faire des combats de blindés, mais c'est pas compliqué à tenir. Oui, peut-être, mais bon, il y a quand même les villes. Et les villes, alors là, ça demande énormément. Mais tout ce petit monde va être, j'imagine, remplacé par des conscrits, des réservistes. Bah, justement. Non, c'est là le débat. C'est là le talon faible de M. Poutine. C'est qu'il a déclaré hier qu'il ne ferait pas, il n'engagerait pas de conscrits. Parce qu'il sait que l'engagement des conscrits, c'est là le risque par rapport à l'opinion. Là, c'est plus la nomenclatura, c'est les familles qui voient revenir les cercueils plombés. Et là, on sait qu'en Afghanistan, c'est ça qui a joué énormément dans la désagrégation de l'engagement. Et voilà, donc pour l'instant, il essaye de se tenir avec une armée professionnelle et il recrute beaucoup de milices à côté. Il est en train de recruter des milices biélorusses. Wagner. Il est même en train de recruter des milices syriennes, puisque pour $1,000, vous pouvez vous faire engager dans les milices qui vont aller combattre. Bon, voilà. Donc, il essaye de faire, évidemment, que je dirais, la conséquence pour le peuple russe, la population russe soit la moins forte possible. Et c'est en ce sens-là que les autres, l'adversaire ukrainien a compris d'ailleurs. C'est pour ça qu'il les attire de plus en plus pour qu'ils s'enlisent dans ce type de conflit. Maintenant, moi, je voudrais apporter une nuance. On n'a pas les images de combat, c'est vrai. C'était la difficulté qu'on évoquait hier. Il commence à y en avoir maintenant dans les chaînes internationales. Et les pertes russes
je ne sais pas le nombre, mais elles sont substantielles. Elles sont substantielles, elles sont conséquentes. Sergueï Girnov. Je voudrais juste rectifier un tout petit peu, parce que les conscrits actuellement combattent, mais Poutine a dit qu'il ne fera pas la mobilisation générale. Parce que, en fait, il interdit le mot guerre. Et si vous faites la mobilisation générale, spéciale, on ne peut pas parler à ce moment-là, à partir de là, juste de l'opération spéciale. Et ça va impacter forcément le moral des troupes là-bas. Ça peut impacter le moral des troupes. L'armée russe, c'est 1 million. Ça va pas finir par se voir, non? L'armée russe, c'est 1 million. Le problème, c'est qu'en fait, il a amassé 150 000 sur les frontières. Et hier, je disais déjà que ces gens-là n'étaient pas préparés. Il y a Monsieur Dacier qui a dit non, vous comprenez rien. Mais en fait, quand on les a envoyés, on leur a donné 3 jours de ration. Donc maintenant, ils ont rien à manger. Il y a des troupes qui sont venues de Biélorussie et savaient même pas qu'ils sont franchis la frontière. Ils savaient même pas qu'ils se trouvaient en pleine guerre parce qu'ils étaient en manœuvre en Biélorussie et on les a envoyés en Ukraine. Donc cette guerre était mal préparée. Et je continue à le faire, à le dire. Mais... Et maintenant, pour achelander, parce que vous comprenez, un soldat, il a 2 chargeurs avec 30 balles pour la Kalachnikov. Vous savez, 60 balles, vous les tirez en 2 minutes. Et vous faites quoi après? Vous devez avoir quelqu'un qui vous amène les nouvelles balles. Les canons, c'est la même chose. L'essence, le mazout pour les tanks, c'est la même chose. Et donc, c'était mal préparé, mal conçu. Et maintenant, donc, ils vont petit à petit organiser la vraie logistique. C'est pour ça d'ailleurs que les généraux étaient contre cette guerre. Je vous rappelle toujours, et le général Ivachov, 31 janvier cette année, il a appelé à la démission du commandant en chef Poutine au nom de l'association pan-russe des officiers. Donc les généraux ne veulent... Double ration de polonium. Pour lui. On n'est pas autour d'un bac à sable en train de refaire la guerre, mais c'est vrai que c'est une guerre qui est très surprenante. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des spécialistes sont magnifiquement plantés. Par exemple, c'est le dégel, donc envoyer des blindés dans un endroit comme l'Ukraine en cette période, à ce moment de l'année, est une idée bizarre. C'est comme d'envoyer faire l'assaut de l'Irak au mois de juillet. C'est un truc, le matériel souffre énormément. Vous avez on est frappé. Alors, il n'y a pas d'image de combat, mais on a beaucoup d'images de chars abandonnés au bord de la route, abandonnés. Pas forcément d'ailleurs qui ont été neutralisés par un tir, mais qui ont été laissés sur le côté. On ne sait pas où sont passés les 2 hommes qui étaient à bord. Est-ce qu'ils ont été repliés? Il y a des tas de curiosités dans ce conflit que les experts sont infichus d'expliquer. La progression est lente, mais elle avance en même dans cette armée. Elle avance. Et c'est toujours lent. Je me répète un peu, mais regardez, 78 jours de bombardement du Kosovo et de la Serbie, qui sont un territoire assez petit, beaucoup moins important que ça fait 4 départements, pendant 2 mois et demi par l'OTAN, avec des missiles de croisière, des armes de haute précision, énormément une guerre aérienne. Vous avez eu pratiquement pas de perte dans l'armée yougoslave. Et ça a duré 2 mois et demi. Elle est sortie en bon ordre du Kosovo. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour arriver à des résultats. Et là, l'armée russe semble avoir longtemps attendu et être partie sur un coup d'impatience, avec des difficultés effectivement de logistique évidentes. Mais ça ne préjuge absolument pas de ce qui va se passer demain. Mais on va écouter le président Zelensky qui révèle pour la première fois où il se trouve à Kiev. Écoutez. Il s'assure qu'un petit couloir vers le territoire occupé soit ouvert, pour quelques dizaines de personnes. Pas tant vers la Russie que vers les caméras de télévision. Donc ils peuvent dire que c'est eux qui sauvent les gens. Juste du cynisme, de la propagande, rien de plus. Je reste ici, je reste à Kiev dans la rue Bankova. Je ne me cache pas et je n'ai peur de personne. Maître Golnadel, je vais vous dire une seule chose, je reste ici, je reste à Kiev dans la rue Bankova, je ne me cache pas. Est-ce que cette prise de position, est-ce que cette prise de parole vous a surpris? Rien ne peut me surprendre de la part de Zelensky, qui fait alors si j'ose dire, une guerre formidable, courageuse, intelligente et assez convaincante. Mais ça n'est jamais qu'une guerre verbale. Moi, je veux bien tout entendre. Il faut comprendre d'abord que c'est avant tout une guerre de propagande.
propagande russe contre propagande ukrainienne. Et donc, bien malin est celui qui peut discerner la vérité derrière ces mensonges, mais qui sont des mensonges sacrés quand vous faites la guerre. Ça fait partie de la guerre psychologique, elle fait partie de la guerre intégrante. Moi, ce que je vois simplement, j'ai bien compris que c'est pas une guerre, c'est vrai, c'est pas une guerre habituelle. Les Russes, s'attendaient encore une fois à être accueillis sans doute avec du pain et du sel, comme en Crimée. C'est pas le cas. Mais enfin, j'ai l'impression quand même, malgré tout, que maintenant, Poutine, de toute manière, il a pris sa décision. Il est imperméable, me semble-t-il, à toute pression, à toute négociation, à quoi que ce soit. Il a de la réserve en homme. Hein. Je veux bien qu'on compte les morts russes, mais il a des réserves en homme. Et puis c'est une guerre compliquée. Hein. Faut dire les choses. Bien sûr que c'est une agression d'un État souverain avec des frontières souveraines. Et agression, mais c'est pas on peut pas dire que l'Ukraine c'est l'Afghanistan. Quand ils vont aller à Odessa, il y a une partie de la population russophone qui est pro-ukrainienne, mais il y en a aussi qui est pro-russe. Pour les Russes, Odessa c'est la Côte d'Azur. Ça fait référence à l'histoire russe. Il faut le reconnaître, sinon on comprend rien de ce qui arrive. Et pour la Moldavie, vous interrogiez Julien Drey sur la Moldavie, c'est exactement le cas de figure. En Moldavie, c'est exactement pareil. Vous avez un peuple moldave qui se sent moldave, mais vous avez la Bessarabie, il y a du roumain, il y a du russe, il y a tout ce que vous voulez. Et ça n'est pas simple. Si on ne veut pas accepter la complexité de et qu'on veut voir les choses de manière simpliste, alors on est condamné à rien comprendre. Alors maintenant, on va se diriger, à mon avis, je suis pas un grand expert militaire, mais c'est le jour d'après. Parce que je ne doute pas à seul instant, il va mettre un jour, il va mettre 2 jours, il va mettre 6 mois, mais un moment, La stratégie des sièges. Ça se finira par une stratégie de siège avec des combats à l'intérieur, avec des milices, et là, je vois pas en quoi les soldats russes seront plus dangereux, si j'ose dire, que les miliciens ukrainiens. J'ai André, ça va se durcir, je vous voyais dominer de la tête après les propos de Maître Gonadel. Dans l'histoire d'une opération qui a été mal menée par l'armée russe. C'est l'invasion de l'armée russe, de l'armée soviétique en Finlande en 1939. L'armée russe, à l'époque, croyait qu'elle allait rentrer en Finlande en quelques jours. Elle y est restée 8 mois. Elle a été obligée de transiger, sans jamais véritablement progresser, par une résistance populaire qu'ils avaient totalement sous-estimée. Et le résultat, c'est que la Finlande est devenue un modèle de neutralité. Oui, mais ils n'ont pas. Mais Staline n'a pas réussi ce qu'il voulait. Oui, mais si vous me permettez, le résultat, au bout de la non-guerre, c'est la finlandisation de la Finlande. Parce que ça fait partie politique de Poutine. Excusez-moi, ça faisait partie du Yalta. Et dans le Yalta, parce que les choses ont changé, je vous rappelle que quand il fait ça, 30 secondes. Je vous rappelle que quand il fait ça en 39, il fait un accord avec Hitler. Puis après, il fait la guerre avec Hitler, il se rachète une conduite auprès du monde entier, et grâce au fait qu'il se rachète, c'est plus exactement grâce au sacrifice des 11 millions de soldats soviétiques qu'il peut se racheter, je dirais, une identité alors qu'il avait pactisé avec Hitler, il obtient effectivement la neutralité de la Finlande. Mais le peuple finlandais, il a résisté à l'armée rouge. Et le résultat de la politique de Poutine, c'est que Finlande, maintenant, pose la question de son appartenance à l'OTAN. Et la résistance, on va en parler dans un instant avec ces civils qui prennent des cours pour aller faire la guerre, le reportage. Dans un instant, vous restez avec nous bien évidemment sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite. 18h-20h sur Europe 1, Punchline.